particulièrement heureuse pour cette entrée dans l'an 1 de notre séminaire La Reconstruction, que nous commencions donc avec une première séance consacrée à Humboldt, Wilhelm von Humboldt, parce qu'à l'heure de l'uniformisation linguistique, du globish généralisé, et à l'heure du compartimentage disciplinaire, c'est effectivement vivifiant et salutaire de lire les écrits de ce grand penseur du XVIIIe siècle. Alors, qui n'était ni seulement linguiste, ni seulement philosophe, ni seulement anthropologue, mais les trois à la fois. Et donc, Humboldt, donc diplomate de métier, ami de Goethe et surtout de Schiller, fut le fondateur de l'Université de Berlin et son œuvre de théoricien est restée longtemps méconnue et mal comprise. Et justement, et sa réception a été des plus contrastées jusqu'à peu. Donc, génie pour les uns ou esprit fumeux pour les autres. Et l'exploration de son œuvre s'est enclenchée tardivement, vers la fin des années 80, avec des spécialistes comme Jürgen Trabant, ou encore, c'est l'admiration aussi d'Henri Merchonic pour son œuvre qui a contribué à la diffusion de ses travaux. Seulement, on connaît de lui toujours quelques extraits, des morceaux choisis, toujours les mêmes, l'opposition antéagone, produit fini, Energeia, la langue en activité, en mouvement. Et en fait, quand on extrait comme ça des citations, c'est toujours arracher quelque chose à un tout organique et le rendre mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse qu'on puisse écouter notre spécialiste, Anne-Marie Chabrol-Serretini, qui va nous ramener la partie au tout. Et merci aussi pour les documents que vous nous avez donnés. Donc, Anne-Marie Chabrol-Serretini est professeure à l'Université de Lorraine et sa recherche s'inscrit dans deux axes principaux, l'histoire des idées linguistiques et de la théorisation de la diversité linguistique et les langues romanes. Et ces deux axes théoriques se doublent d'une activité de traductrice. Elle a traduit de l'espagnol au français, ainsi par exemple un texte de la Renaissance, qui était fondateur pour la description de la grammaire en espagnol, castillan, le dialogue de la langue de Juan de Valdés, qui est paru aux éditions Champion. Et plus récemment, elle a traduit en espagnol les textes de Léo Spitzer, donc le père de la statistique moderne, dans un volume qui rassemble aussi des contributions, des traductions de l'italien et de l'allemand. L'ouvrage, c'est Léo Spitzer, texte théorique et méthodologique. Il est édité par Étienne Karabetian et paru chez Drose en 2019. En fait, si je mentionne ces deux ouvrages et cette activité, c'est parce qu'il me semble très important de montrer à quel point la pratique de Madame Chabrol-Serretini, sa recherche se nourrit de sa pratique, avec le lien intrinsèque qui unit son activité de traductrice à la pensée de Humboldt, penseur des langues et de leur diversité. Donc voilà 25 ans que vous avez établi avec lui un compagnonnage. Et si en fait traduire, c'est mettre à la service d'autres une pensée dans une autre langue, c'est aussi la tâche que vous êtes assignée avec la pensée difficile et complexe de Humboldt. Dans l'entretien que j'ai pu avoir avec vous, vous avez dit que vous tenez à cœur de rendre accessible, rendre lisible cette pensée si difficile et si complexe, faire connaître comme ça les idées de ce grand penseur. Donc, vous avez déjà écrit un livre, La vision du monde de Wilhelm von Humboldt, qui est paru aux éditions de l'ENS en 2008, je ne sais plus, ou en 2007. Et un autre ouvrage est en préparation. Donc, ce compagnonnage, je vais terminer en citant Méchonic qui disait « Humboldt a plus d'avenir que de passé ». C'est ce que nous allons découvrir avec vous et votre présentation aujourd'hui, Wilhelm von Humboldt, hier, mais surtout aujourd'hui. Je tiens à remercier et à féliciter aussi toutes les personnes à l'initiative de ce séminaire atelier lecture, je suis vraiment très impressionnée
réunit autant de participants sur sa pertinence et son exigence. Je remercie aussi François de m'avoir fait confiance en me sollicitant pour présenter Humboldt, Emmanuel pour son don de l'échange et Santiago et Hélène pour leur présence efficace. Alors, débuter la série des séminaires sur les auteurs par Humboldt a tout son sens. Non pas qu'il n'y ait personne avant lui qui puisse valoir cette place, mais parce que s'il est fréquent de trouver beaucoup de modernité chez certains auteurs du passé, il est plus rare de trouver enfin, il est plus rare que des textes constituent de vraies ressources pour interroger le présent et penser le futur. Et en ça, je rejoins aussi les propos que vient de rappeler Emmanuel. Ceci étant, la tâche qui m'incombait n'était pas des plus aisées. Il me fallait choisir des angles de présentation de cette pensée riche en lien avec la discussion sur les sciences de la culture et surtout essayer de ne pas répéter ce que l'on connaît. Donc, j'ai décidé de partir de 3 biographèmes qui me semblent pouvoir constituer des lignes de compréhension de la pensée d'Humboldt qui nous intéresse, c'est-à-dire aller de son projet anthropologique jusqu'à sa linguistique générale. Le premier biographème correspond aux dates de sa vie. Donc Humboldt est prussien, ça on le sait, il est né en 1767 et il est mort en 1839. Donc on voit très bien que la vie de Humboldt se partage entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe de façon pratiquement égale. Et cette information contribue à expliquer le point de départ de sa réflexion et la réception de ses idées. La fin du XVIIIe est marquée par le début d'études qui envisagent l'homme comme un objet d'étude. Alors, les travaux sont divers, ils vont de la métaphysique à l'anatomie humaine, la physiognomonie qui entend connaître l'intérieur de l'homme à partir de ses caractéristiques physiques extérieures. Ce qui est sûr, c'est qu'on semble privilégier l'observation, vouloir développer un savoir positif pour, à terme, arrêter le concept d'homme. Donc, les débuts de la réflexion de Humboldt participent complètement au questionnement de la fin de ce siècle. La fin du XVIIIe, c'est aussi la Révolution française, suivie de ce qui est appelé les guerres de coalition contre la France. Et sur 7 conflits, la Prusse est opposée à la France sur 6. Donc cette révolution a un impact aussi sur bon nombre d'intellectuels de cette époque-là et aussi sur Humboldt qui va voyager à Paris. Donc en cherchant à comprendre la Révolution française, il tentera aussi de répondre à ces questions anthropologiques qui le fascinent. Donc, ce sont aussi des décennies, enfin, ou en tout cas des années, où des informations parviennent en Europe sur le sanskrit, qui aurait des ressemblances avec les langues parlées en Occident. Donc, pour Humboldt, ce sont aussi des années où il voyage beaucoup, où il séjourne aussi à l'étranger, donc Paris, je viens de le dire, à 2 reprises, et Paris sera le terrain de la validation de ces principes méthodologiques. Le Pays basque, français et espagnol, où là c'est plutôt la germination de l'intuition que la langue peut être le vecteur de sa recherche. Il séjournera aussi à Rome au tout début du XIXe, et là, il aura principalement l'accès à la bibliothèque du Vatican,
où sont entreposés des ouvrages d'un jésuite espagnol qui a amassé beaucoup de documentation sur les langues d'Amérique. C'est également le retour de son frère d'Amérique avec des grammaires qui vont ouvrir complètement le panorama des langues aux Européens. C'est encore pour vraiment essayer de peindre la toile de fond de ces époques-là. C'est donc ces années où mûrit le projet anthropologique et parallèlement, c'est la naissance de la grammaire comparée qui va plutôt occuper le devant de la scène linguistique. Donc tout ça pour parler cette fois très rapidement de la réception. Quand Humboldt va présenter sa linguistique à l'Académie de Berlin en 1820, eh bien, l'horizon d'attente a évolué. On ne s'intéresse plus tant au concept d'homme et à la diversité, et on se tourne majoritairement vers la grammaire comparée. Donc ça, c'était le premier biographème. Le second, eh bien, il est extrait directement d'un texte de Humboldt, fragment d'une autobiographie qui est écrit en 1816 et qui révèle son approche de la description du monde. J'ai non pas précisément une incapacité de l'esprit, mais une réticence de la volonté intellectuelle à scinder strictement le subjectif et l'objectif, l'individuel et le général. Quel que soit l'objet que je traite, il devient comme infini entre mes mains, il noue partout des attaches et je ne sais pas où je dois commencer ni m'arrêter. Donc, j'ai choisi cet extrait parce qu'il montre cette tendance naturelle chez Humboldt à faire des liens entre des éléments de même grade, entre partie et tout, à penser ensemble l'individuel et le général. Et c'est ce qu'on va retrouver tout au long de son cheminement scientifique. Le troisième biographème est cette théorie du déploiement de soi, l'idée de progrès qui est au cœur de l'activité humaine. Et le texte est écrit, on ne sait pas exactement, en 1794 ou 95, et il restera inédit jusqu'en 1903. Qu'exige-t-on d'une nation, d'une époque, de tout le genre humain, si l'on doit leur offrir son respect et son admiration? On exige que le déploiement de soi, la sagesse et la vertu y règnent répandus d'une manière aussi puissante et universelle que possible, de telle sorte que leur valeur intérieure s'élève à un niveau tel que le concept d'humanité, si l'on devait l'en extraire, se charge d'un grand et digne contenu. On ne se contente pas même de cela. On exige aussi que l'homme imprime visiblement la marque de sa valeur aux figures qu'il forme, mais aussi à la nature inanimée qui l'entoure. Mieux, qu'il insuffle encore sa vertu et sa force, tant elles doivent traverser tout son être d'une manière puissante et accaparante à la postérité qu'il engendre. C'est en effet la seule façon de pouvoir conserver des avantages acquis, et sans ces derniers, sans la pensée tranquillisante d'une certaine succession dans le temps et le déploiement de soi, l'existence de l'homme serait plus éphémère que celle de la plante qui, lorsqu'elle se fane, est au moins certaine de laisser derrière elle le germe d'une créature qui lui soit identique. Donc, dans ce biographème, on voit que les idées de progrès et d'éducation de soi se révèlent le moteur du projet anthropologique, et une autre idée sous-jacente, celle de processus du progrès. Donc, sous ces idées de progrès et d'éducation de soi, il y a une autre idée sous-jacente, c'est celle du processus de ce progrès. Et cette dynamique, là encore, on va la retrouver dans la linguistique en regard à la description du résultat.
Donc, en suivant ces trois lignes conductrices, on va aborder maintenant, dans un premier temps, le cheminement de la pensée de Humboldt, qui le mène d'une anthropologie à une étude comparée des langues, puis dans un deuxième temps, cette linguistique à partir de l'approche de la langue comme système. Donc, quand Humboldt commence à se projeter dans une recherche empirique sur l'homme, donc entre 1789 et 1798, on peut dire qu'il est avant tout un théoricien de la culture. Donc, deux écrits sont alors en cours qui le confrontent à la culture comme révélateur de l'esprit humain. Il s'agit d'une traduction d'un texte d'Échille, Agamemnon, qui sera achevé en 1815 et qui sera précédé d'une introduction théorique sur l'art de traduire. Un autre texte, donc une réflexion esthétique, cette fois sur un texte de Goethe, Hermann et Dorothée, qui paraîtra en 1798. Et pour être tout à fait complète, il rédige en français une synthèse théorique sur l'imagination poétique sous la forme d'un article qu'il adresse à Madame de Staël et qui sera publié en 1799. Donc, dans ce début de réflexion anthropologique, Humboldt se situe lui-même par rapport à ses contemporains. Donc, il se dit assez proche de Goethe et Schiller. Il partage avec Goethe les idées sur les rapports entre l'homme et l'univers. L'homme vit dans le monde avec lequel il interagit, à l'instar des plantes. Et il rejoint Schiller sur l'idée que l'homme est un corps et une âme à concilier harmonieusement. C'est d'ailleurs à cet enjeu que Humboldt va subordonner son idéal politique. Par rapport à Kant, qui s'apprête, lui, en 1798, à publier son anthropologie du point de vue pragmatique, où il définit l'anthropologie comme une doctrine de la connaissance de l'homme, sa posture illustre son attitude envers les idées qui l'ont précédé. Il n'y a jamais de rejet, d'attitude contre. Il se pense toujours en complémentarité à autrui. Ainsi, contrairement à ceux qui entendent corriger le criticisme, Humboldt, lui, va le prolonger et bâtir à partir de lui. Dans une lettre qu'il adresse en novembre 1993 à un grand ami de Schiller, Körner, qu'il avait rencontré 2 mois plus tôt, Humboldt fait le constat qu'une recherche nouvelle portant sur l'homme doit s'imposer. Selon lui, elle possède déjà son fondement philosophique, le criticisme donc, mais elle doit nécessairement intégrer tous les savoirs nouveaux nés des recherches empiriques, les relier, les classer, les organiser systématiquement. Cette nouvelle recherche, c'est donc l'anthropologie comparée, et la méthode, c'est l'alliance de la théorie et de l'empirie. Alors, les textes qui réfèrent directement à l'anthropologie sont écrits entre 1796 et 98, et il s'agit de ces deux textes, le XVIIIe siècle et Plan d'une anthropologie comparée. Donc, les deux textes s'avèrent indissociables tant leur contenu est proche. En effet, le XVIIIe siècle n'est en rien une catégorisation du siècle, contrairement à ce que laisse croire son titre, mais un développement des principes théoriques et méthodologiques fondamentaux de cette nouvelle recherche qui, elle, est présentée dans le plan et qui ne sera que très partiellement réalisée. On pourrait associer à ces deux textes écrits aussi des textes portant sur le rôle de l'État, idées sur les constitutions, essais sur les limites de l'État et les lois de la croissance des formes humaines. Donc, voilà.
L'étude anthropologique de Humboldt a un objet particulier, c'est le caractère national. Donc, cette notion de caractère, elle peut s'appliquer à une classe d'hommes, à une nation, à une époque, c'est-à-dire à un état de l'humanité. Quel que soit le sujet, en fait, l'étude du caractère signifie que le sujet est saisi dans son individualité, dans ce qui le singularise. La notion de caractère est le fondement de cette recherche nouvelle et il la définit ainsi: les mouvements de l'âme humaine, c'est-à-dire ses pensées, ses sensations, ses penchants et ses décisions, la façon dont ils se produisent, leur succession et les liaisons qu'ils font surgir, voilà en quoi consiste un caractère. Un caractère est le mouvement et le rapport de ces forces perçus en même temps et comme une totalité. Donc le caractère, c'est la particularité d'un sujet. Cette caractérisation est la manifestation d'une individualité définie comme une force dynamique singulière intérieure au sujet. Le terme de caractère est déjà employé depuis longtemps et l'on pourrait être étonné que Humboldt recourt à ce lexème pour exprimer sa nouveauté théorique. Ce choix semble parfaitement mûri et assumé puisqu'il prend soin d'en expliquer la polysémie et d'insérer son acception dans la liste des emplois connus. C'est le deuxième texte. Le terme caractère est dans son acception courante rapporté presque exclusivement aux mœurs et aux dispositions d'esprit d'un homme, et on le considère comme un critère pour juger de sa moralité. Si on l'étend à la nature de l'esprit et du goût, on lui adjoint généralement les épithètes intellectuelles et esthétiques. Dans une autre acception, on emploie le mot caractère pour désigner une persévérance remarquable dans la manière de penser ou d'agir. Avoir du caractère signifie alors demeurer fidèle à son caractère. En ce sens, peu nombreux sont ceux à qui l'on reconnaît un caractère. Néanmoins, aucune de ces deux significations ne convient à une théorie philosophique de la connaissance de l'homme dont nous traçons ici les lignes fondatrices. Cette théorie comprend, en effet, sous le nom de caractère, l'ensemble de toutes les propriétés qui certes distinguent l'homme en tant qu'être physique, intellectuel ou moral, mais surtout distinguent les hommes entre eux. On ne peut penser l'homme sans penser en même temps tous les traits qui lui appartiennent, et ces traits sont épars dans la nature tout entière. On ne peut donc déclarer qu'un sujet est tout à fait dénué de caractère ou se limiter à une seule de ses propriétés. Donc le choix du lexème caractère fonctionne parce que justement la notion puise dans la mémoire culturelle déjà une forte charge de traits caractérisants inhérents pour désigner tout ce qui du physique et de l'intellect fait qu'un individu est tel et non autrement. Il ne reste plus qu'à Humboldt qu'à signifier les traits définitoires qu'il entend ajouter à cette notion bien vivante, c'est-à-dire l'idée qu'un peuple ou une nation n'est qu'une illustration du potentiel de l'humanité. Humboldt en vient assez rapidement à penser que c'est bien l'homme qui exploite ce potentiel et que cette création originale se conçoit en termes de progrès. Ce devenir historique aux mains d'un peuple est possible grâce à l'esprit humain, dont Humboldt voit deux qualités. Celles-ci interviennent ensemble dans le rapport que l'esprit humain construit avec le monde. La première est la réceptivité, qui désigne la capacité de l'homme à s'enrichir des apports physiques et idéologiques du milieu dans lequel il vit. La seconde est la spontanéité, qui désigne toutes les créations et transformations du milieu par l'homme. La diapo suivante. Dans deux échanges épistolaires, Humboldt confie des points de méthode. Dans une lettre du 2 février 1996 qu'il adresse à Schiller, Humboldt évoque une idée de progrès qui justifierait une étude comparative historique des particularités humaines,
pour dégager celle qui favorise le développement humain. Il faudrait dégager de l'histoire un tableau qui mettrait en lumière les résultats auxquels le genre humain est parvenu par le travail de tous les siècles et de toutes les nations. On obtiendrait ainsi une image qui devrait être à 2 dimensions et qui exposerait d'un côté à quel degré intensif de force et de grandeur l'esprit et le caractère de l'homme se sont peu à peu élevés, et d'un autre côté, la multiplicité extensive des activités que l'humanité a déployées tant sur le plan des sciences que sur celui de la littérature, des mœurs, de la civilisation, des systèmes de gouvernement, du commerce et des techniques. Cela permettrait d'abstraire de l'évolution historique quelques lois, par l'application desquelles on pourrait dans une certaine mesure éliminer le hasard et créer pour tous les hommes des possibilités de bonheur et de culture. Peu après, dans une lettre cette fois du 22 octobre 1996, adressée au philologue et helléniste Friedrich Auguste Wolff, Humboldt évoque sur le modèle de l'anatomie comparée son intention de confronter les différences d'organisation spirituelle des différentes classes d'hommes et d'individus, ce qui correspond pratiquement mot pour mot aux premières lignes de son livre « Plan d'une anthropologie comparée ». En anatomie comparée, on explique la constitution du corps humain en examinant des animaux. De même, dans le cadre d'une anthropologie comparée, il est possible d'établir les particularités propres au caractère moral de chacun des différents types d'hommes, puis en les comparant, de porter sur eux un jugement. Là, on ne peut s'empêcher de relier l'idée de progrès qui se théorise dans cette anthropologie à l'expérience parisienne. Dans tous les cas, l'idée de progrès de l'homme vers la perfection, celle d'originalité créatrice et de liberté morale, sont celles qui constituent le ciment de la recherche des caractères des nations chez Humboldt. Humboldt semble bien conscient de la difficulté épistémologique et méthodologique à chercher un objet constitué d'éléments en mouvement si divers qui seront étudiés dans une approche comparative à des fins multiples d'utilité, de morale, de culture et de progrès. Pour ce faire, il distingue 2 versants de l'étude, à savoir la constitution du corpus de faits, qui va alimenter l'analyse au sens strict, et le traitement des faits par le chercheur, qui devra donner le sens aux faits et saisir le caractère à partir des données recueillies. Donc, Humboldt ne sous-estime pas non plus la complexité d'une telle recherche pluridisciplinaire. Il convoque des savoirs multiples pour la connaissance de l'homme et contribue sans doute à l'ébauche du concept de sciences humaines qui se dessine à cette époque. Humboldt est à la recherche d'une étude pluridisciplinaire qui fait appel à l'historien, au philosophe, au biographe, au voyageur, au poète et à l'écrivain, qui sont tous, selon ses propres mots, des personnes qui peuvent, je cite, nous livrer des faits empiriques pour constituer cette science. L'objet d'étude lui semble prometteur et Humboldt choisit d'affronter les obstacles en proposant une méthode pour saisir le caractère qui tient en quelques règles et principes. C'est la diapo suivante. Une première règle, il faut juger le caractère selon sa valeur subjective et sa cohérence interne, et non d'après son aptitude à parvenir à tel ou tel but extérieur. Il ne faut pas le juger non plus d'après la qualité objective de ce qu'il produit, ou dans ce cas, que ce ne soit pas le seul critère. Ne confondons pas enfin l'homme et ses œuvres. Une deuxième règle exige que l'observateur, de façon génétique, trace autant que faire se peut la manière dont les forces spirituelles se développent et dont elles agissent, et qu'ils peignent davantage leur cours que les résultats de leur formation et leur action. Donc, ces 2 règles portent sur les manifestations de l'individualité de la nation qui sont les seules à s'offrir à l'appréhension du chercheur.
Le caractère sera le résultat d'une déduction réalisée à partir des faits. Ces manifestations doivent être prises dans leur totalité, car c'est l'ensemble de ces traits qui constituent la particularité et non uniquement les traits qui seraient les plus saillants. Toutes les remarques servant à la caractérisation constituent le corpus. C'est le traitement théorique de cette somme empirique qu'il faut organiser. Donc, le journal que Humboldt a tenu à Paris est très instructif à ce sujet, puisqu'il y a consigné sa démarche. La voici. Ces pages contiendront de brèves notes sur tout ce que, jour après jour, j'ai vu, appris, lu ou pensé, et qui m'a semblé digne d'être conservé. Elles me serviront à constituer un répertoire de matériaux qui nourrira mes travaux sur la connaissance des hommes et des nations, dans la mesure où j'y consignerai non seulement tous les faits nécessaires à étayer mes affirmations, mais également bon nombre d'idées qui seraient perdues si elles n'étaient ici fixées. Le classement de mes notes sera simplement chronologique. À chaque sujet sera cependant attribué un numéro de paragraphe spécifique. Ces numéros émailleront l'ensemble. Il sera plus commode de citer et seront pourvus de suffisamment de notes marginales pour qu'elles soient aussi faciles à classer en fonction des sujets. La diapo suivante. Une autre idée importante est celle de chercher à capter le processus et non simplement le résultat, ce qui est somme toute assez attendu pour une étude qui est motivée par l'idée de progrès et de développement de soi, mais qui est finalement assez complexe à théoriser. Ce sont les deux dernières règles qui insistent sur la dynamique à adopter, c'est-à-dire partir des faits les plus extérieurs pour arriver aux éléments internes, respecter l'opposition entre les faits accidentels et essentiels. Donc, on constate que la démarche consiste à partir du connu pour expliciter la nouveauté, et on retrouve évoquée la physiognomonie qui revendiquait une connaissance de l'intérieur de l'homme par l'étude de la conformation de son corps, qui se traduira dans les faits par une étude des traits du visage et de leur signification. Deux principes maintenant régissent cette étude, celle d'associer la théorie et l'empirie. Il est nécessaire de faire montre simultanément du sens pratique que possède l'observateur et de l'esprit qui caractérise le philosophe. Et le second principe, celui de la comparaison, pour Humboldt, la compréhension du particulier ne peut s'appréhender que dans la connaissance de la diversité, d'où la comparaison comme méthode incontournable. Or, comment serait-il possible de connaître parfaitement le caractère d'une nation sans avoir examiné celles avec lesquelles elle entretient des rapports très étroits? C'est parce que les nations contrastent entre elles que le caractère propre à chacune peut exister. Seules ces différences, seuls ces contrastes permettent de le comprendre parfaitement. Dans cette méthode descriptive, il est aisé de retrouver les différents principes que Humboldt a mis à l'épreuve depuis longtemps et fourbi en quelques années. D'une part, le principe de cohérence interne de l'objet qui doit conduire l'étude, l'acceptation de l'inévitable dimension subjective de l'étude, la différenciation entre les causes et les résultats, l'importance accordée au processus de formation, la description qui débute par les éléments perceptibles pour s'achever par ceux qui ne peuvent être que déduits, et la relativisation des résultats partiels obtenus grâce à une méthode envisageant la comparaison avec des conclusions issues d'autres façons de procéder. Dans l'anthropologie, il y aura au final trois parties. La première, qui est consacrée à la description du groupe dans ses manifestations physiques et intellectuelles, donc configuration des corps, visage, cheveux, gestes, langage,
et aux liens existants entre ces différents paramètres. La deuxième partie prendra en charge l'étude de l'influence des situations extérieures sur ces particularités en faisant la part de l'accidentel et de l'essentiel. La troisième partie sera consacrée à une synthèse aussi fine que possible qui aura la finalité d'évaluer le degré de perfection du caractère du groupe. Donc Humboldt n'a pas réalisé son projet d'anthropologie des caractères nationaux, mais s'est orienté vers une étude comparée des langues, et c'est la définition de la nation qui ouvre cette nouvelle perspective. Donc on constate que dans les textes qu'on a vus ensemble, il n'a jamais été vraiment question d'une définition de la nation. Et quant à la dimension linguistique, elle n'a fait partie que d'autres éléments qui pouvaient caractériser cette nation, et la dimension linguistique apparaissait dans la première partie que j'ai nommée tout à l'heure. Donc en fait, ce glissement vers une étude linguistique est lié à des voyages en Espagne qui vont effectivement faire évoluer l'anthropologie comparée de Humboldt vers une étude linguistique. Donc il voyage à 2 reprises en Espagne. Le premier voyage d'août 1799 à avril 1800 satisfait les goûts culturels et exotiques de l'époque. Et c'est un voyage qui se fait avec femmes et enfants dans toute l'Espagne. Mais le second voyage, lui, est exclusivement réservé au Pays basque, d'avril à juin 1801. En fait, le Pays basque intéresse Humboldt pour sa situation d'isolement géographique et historique. Cette situation ne semble pas s'être modifiée depuis des siècles. À cela, il associe une origine inconnue, et donc le Pays basque constitue pour lui un terrain d'observation précieux pour vérifier cette intuition qu'il a d'un lien fort entre une nation et sa langue. Et la caractéristique basque va en effet le convaincre que la langue, en raison de ses propriétés, peut devenir le vecteur de sa recherche des caractérisations des peuples. Or, que cette idée soit née d'une recherche sur le basque est important aussi à relever. Car sur ce point, et comme sur d'autres, Humboldt est plutôt à contre-courant par rapport à l'ensemble des linguistes de son époque. Alors que les langues véhiculaires d'Europe sont en proie à des enjeux patriotiques susceptibles d'interférer dans l'objectivité de la recherche, Humboldt entend cerner l'essence de cette force dynamique qui lie un peuple à sa langue par l'analyse du basque, qui, à l'époque, n'est absolument pas considérée. Et c'est peut-être là une preuve du véritable mouvement scientifique qui anime Humboldt. Pour décrire les caractères nationaux, il faut comprendre ce qui les nourrit, et il compte y parvenir par l'étude du basque, puis celle des langues amérindiennes inconnues. C'est scientifiquement qu'il entend décrire la différence entre les langues, et il commence par celles qui n'ont aucun poids ni enjeu politique pour les Européens. Donc, l'étude de la situation basque va permettre à Humboldt de poser des formalisations novatrices, des rapports langue-nation, langue-pensée, et de concevoir une interaction continue entre pensée, langue, nation. Cette conception de la langue dans des rapports de dépendance qui n'ont encore jamais été théorisés est issue de ce cheminement anthropologique propre à Humboldt. La diapo suivante.
Le philosophe français Jean Quilien a évoqué avec justesse cette articulation entre l'étape anthropologique et la recherche linguistique. La science du langage qui l'inaugure, la linguistique, rompt avec tout ce qui précède, théorie de type empiriste, type Hume ou Condillac, visionnaire, type Hamann et même Herder, ou spéculatif, type Fichte. Humboldt ne rompt pas avec sa philosophie antérieure, il rompt bien avec la philosophie, mais non sa philosophie. Autrement dit, la rupture est déjà faite avant qu'il ne se tourne vers le langage. En tant que rupture, elle existe. Ce qui manque encore, c'est le mode complet de son accomplissement. Un autre philosophe, Pierre Cossa, qui sera aussi un traducteur de Humboldt, évoque ce passage intellectuel en anthropologie chez Humboldt et il dit que c'est l'équivalent de la révolution que Copernic a opérée en cosmologie. Pour lui, c'est la fin d'un monde linguistique statique et hiérarchisé auquel Humboldt substitue un univers dynamique. Un univers de langue toute agissante, défaillante et puissante à la fois, instituant chacune la nation qui la met en scène, construisant ses œuvres en se construisant elle-même comme l'œuvre source et inventant sa vision du monde qui coopère avec les autres, différentes et associées, dans l'édification d'une humanité indéfiniment multipliée. On en arrive à la deuxième partie, cette fois la linguistique de Humboldt et son approche de la langue comme système. Donc, dans la recherche d'une compréhension de la diversité humaine, qui était la finalité de son anthropologie, Humboldt a admis que c'est le langage, cette faculté universelle qui se spécifie dans les langues parlées par tous les individus, qui va le mener à la caractérisation des hommes. Convaincu que la diversité des langues est l'indice d'une variété de pensée, il a conçu l'idée que pour cerner la diversité humaine, eh bien, il lui faut appréhender l'ensemble des développements possibles de l'esprit humain que laisse entrevoir la multiplicité des langues. C'est la diapo suivante. Voici ce qu'il dit dans l'étude des langues de la planète est ainsi l'histoire universelle des pensées et des impressions de l'humanité. Donc là, on voit très bien que nous sommes passés d'une caractérisation d'une nation à une caractérisation de la langue conçue comme une individualité spirituelle. On retrouve la dimension de l'individualité liée à l'altérité, et cette fois, c'est la diversité des langues qui est au cœur de l'étude. Autre citation, cette fois extraite d'un texte qu'il a écrit en français, donc j'ai laissé l'orthographe originale. Si la méthode d'embrasser autant que possible l'universalité des idiomes connus est indispensable pour réduire l'étude des langues à un système scientifique, elle est également nécessaire pour pénétrer plus avant dans ce qui constitue le but de cette étude même, la connaissance de l'étendue et des développements de l'esprit humain, où, là encore, cette fois reliée à l'idée de progrès, l'étude généralisée des langues facilite par conséquent la connaissance des progrès successifs et même des développements possibles de l'esprit humain. Donc, la diversité des langues n'est pas pensée simplement comme une addition de langues, mais comme autant de réalisations culturelles de cette aptitude universelle au langage. Donc, nous retrouvons là encore ce rapport entre le général et le particulier, et peut-être que Humboldt, dans cela, est aidé par la langue allemande, qui possède ce mot, Sprache, qui signifie à la fois langage et langue, et cette plasticité n'oblige pas
Humboldt à choisir finalement le plan du particulier ou du général et lui permet ainsi de dire que chaque langue est à la fois irréductiblement singulière et porteuse d'universalité. Et l'effort conceptuel de Humboldt de faire aller conjointement dans un va-et-vient perpétuel le particulier et le général semble synthétisé par cette petite phrase remarquablement traduite par Denis Thouars: l'individualité et l'unité de la diversité. J'en viens à la pensée de la langue chez Humboldt et j'ai dressé un petit schéma et c'est donc là, voilà, on repère un mouvement général circulaire qui se caractérise par des relations d'enchâssement et des relations aussi bidirectionnelles. Donc, on est complètement en rupture avec une conception linéaire, traditionnelle, de cause à effet. Tout ce qui est produit revient à ce qu'il a produit dans un cycle qui est toujours constitutif. Donc, on peut essayer de prendre rapidement ce schéma pour voir justement cette approche globale de la langue chez Humboldt. Et on peut partir de l'homme, donc tout en bas, qui est susceptible de constituer une nation. Donc cette fois, la nation, elle va être définie, puisque la nation désigne très précisément des hommes qui sont engagés dans la formation d'une langue. Je cite simplement rapidement: un groupe d'hommes occupés à donner forme d'une façon déterminée à une langue, ou encore une nation est en ce sens une forme spirituelle d'humanité caractérisée par une langue déterminée et qui s'est individualisée en relation avec une totalité faite d'idéalité. Donc, l'homme alimente la langue, qui est posé comme médiateur indispensable entre le monde et lui. La langue est dans ce même temps un élément constitutif de la pensée. Ce qui est produit par ce rapport pensée, langue, monde travaille à une forme interne. La forme interne est quelque chose qui n'est pas matérialisé, c'est une sorte de creuset dans lequel tous les apports de ce lien pensée-langue-monde sont brassés continuellement. C'est une dynamique qui est en permanente activité afin que chaque peuple individualise son rapport au monde par le langage. C'est ce que j'ai nommé le point d'inflexion interne, car c'est là, chez Humboldt, où le langage en général se fait langue particulière. Et chez Humboldt, la forme interne, c'est l'élément de réponse théorique à la question des différences entre les langues. Donc, de la forme interne, abstraite donc, vont émerger des éléments plus concrets qui sont des principes de structuration, des choix de structuration. Parmi toutes les voies possibles, certaines vont être effectivement privilégiées et déterminantes aussi pour toute la vie de la langue. Ces principes se réaliseront dans la structure de la langue, ce que Humboldt nomme la charpente, et il parle aussi de squelette. De l'instance de la langue que nous avons vue jusqu'à présent, nous passons ensuite à l'instance de discours, car la finalité de la langue est bien la production langagière. Pour produire du discours, nous actualisons en effet des éléments de la langue,
nous exploitons les potentialités de la langue. Ces choix privilégiés et réitérés vont constituer le caractère. Le caractère révèle la vision du monde, cette perception organisée du monde par une langue particulière, la vision du monde qui nourrit à son tour l'homme et le groupe humain, et la boucle se referme. Donc en fait, le concept de vision du monde, c'est le dernier concept à prendre place dans cette configuration, et il désigne la saisie organisée par la langue du monde extérieur, la façon de comprendre le monde, la façon de s'y référer et de construire le monde par le discours. Donc cette approche linguistique du monde se révèle déjà dans la structure et dans le caractère, mais ces éléments structurels proposant une représentation du réel doivent être validés sur autrui dans le discours. Donc Humboldt a intégré, si on fait attention, une fonction historique et sociale traversant ce maillage de relations entre l'homme et la structuration de la langue, et cette fois, il prend en compte le lien entre la fonction cognitive et les fonctions expressives et de communication. Cette approche globale de la langue signifie aussi que les plans qu'on nomme aujourd'hui de la langue et du discours ne sont pas disjoints, puisque le discours, instance de cette nécessaire interaction, est conçu comme la finalité de la langue. Donc, la compréhension du réel était l'enjeu cognitif de la construction de la langue, et le discours est sa finalité. Donc, le concept de vision du monde est donc pensé comme une dynamique solidaire de la langue et du discours. Donc, la puissance de Humboldt est de poser la problématique de la diversité au centre d'une linguistique générale et d'aborder le langage dans sa globalité. Le postulat d'une linguistique générale s'harmonise avec une approche de la langue comme système. Ce concept de système, ça on le sait bien, est au cœur de la linguistique du XXe et se retrouve abondamment commenté. S'il est question de s'intéresser à ce concept maintenant, comme témoignage de la modernité et de l'actualité de Humboldt, c'est que son succès a brouillé la genèse de sa définition initiale et que dans le même temps, le concept s'est beaucoup enrichi par un voyage pluridisciplinaire au point de devenir l'objet d'une discipline, la systémique, qui s'assigne la tâche de travailler à des théories générales des systèmes. Le brouillage vient d'un autre concept, celui de structure, parfois assimilé à celui de système, alors que chez Humboldt, les deux sont utilisés distinctement. Le terme de structure, on l'a vu, évoque les éléments qui organisent la langue, ainsi que les voies empruntées pour cette structuration. La structure se caractérise par une cohérence interne assurée par les moyens de structuration qui ont été stabilisés. Cette définition de la structure linguistique intègre néanmoins l'idée d'une constante évolution et d'un possible engendrement et d'un abandon d'éléments qui la constituent. Chez Humboldt, c'est ce qu'il appelle le versant naturel de la langue. Cette structure est indissociable de son versant intellectuel, puisque la structure est élaborée dans la perspective d'un usage. Chez Humboldt, la structure est du côté du réel, c'est l'essence même de la langue. Au contraire, l'idée de système ne recouvre pas uniquement celle de structure, elle l'englobe et la dépasse largement. Si Humboldt n'est pas forcément le premier à employer le terme de système dans un contexte linguistique,
Il nous a laissé une définition claire et inédite entre 1812 et 1820, en parfaite conformité avec l'étymologie du substantif grec systéma, qui signifiait une composition, un assemblage. L'idée évoque chez lui tout d'abord une méthode d'analyse inspirée par son expérience de la grammaire gréco-latine et de la grammaire générale qu'il convient à ses yeux de dépasser. D'autre part, l'idée de système lui est suggérée directement par la langue et son organisation. C'est un outil conceptuel fabriqué à partir de l'observation des langues, quand le terme de grammaire lui semble trop restreint parce qu'il veut désigner des lois, l'organisation, les rapports et les liaisons. Le concept de système désigne donc aussi la langue, englobe toute la langue et par conséquent ne restreint pas la langue à la structure. Le concept prend ensemble tous les traits définitoires de la langue et toutes les relations tissées par les parties entre elles et les composants de l'organisme, la médiation qui s'établit entre la langue et la pensée, la dynamique récursive entre la nation et la langue, dont on mesure les implications dans la structuration de la pensée et la formation des représentations qui organisent une vision du monde. La langue est bien un système ouvert parce que c'est un organisme vivant. Humboldt a été amené de fait à l'envisager comme tel dans son organisation, c'est-à-dire dans le cadre de principes de régulation, d'ordre par rapport à sa finalité, son évolution continue, la dépendance des éléments entre eux et l'interaction des éléments avec l'environnement. Le concept de système, pour désigner la langue et son approche systémique, est une des conséquences théoriques et méthodologiques de ce qu'il a observé du langage comme organisme vivant. Humboldt va très loin dans son assise théorique, puisqu'il l'appuie aussi dans le fonctionnement de l'homme lui-même, qui a à sa disposition deux procédés structurants reliés entre eux, ceux de diviser et de relier, et ces procédés se vérifient selon lui, notamment dans le processus cognitif et le processus d'articulation. Donc, je voulais aborder cette notion de système chez Saussure, mais je pense que l'intervention prochaine reviendra sur ce terme de système. Et tout ça pour dire que si il y a eu confusion, ou en tout cas assimilation entre ces deux notions de structure et de système, c'est parce que peut-être la notion d'organisation a été insuffisamment pensée. Et c'est peut-être là où il y a encore une ressource importante pour penser la langue aujourd'hui. On peut vraiment se demander si elle a été appréhendée dans toute sa dimension et si toutes les relations que suppose la notion d'organisation, eh bien, ne nous permettent pas de dépasser la conception de la langue comme un système de signes. Un grand merci pour cette plongée dans le cheminement de la pensée de Humboldt. Je pense que là, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent et cette mise en lien qu'il faisait, tu l'as fait pour nous. Alors vraiment, merci beaucoup.